Salut, c'est Alain. Quand je présente la guerre au Moyen-Âge, lors de reconstitutions médiévales, j'ai l'habitude que les passants qui viennent me voir, en voyant les maquettes de machines de guerre, lancent un joyeux « Oh, regarde, des catapultes !» C'est sympa, ça permet d'engager la conversation. Mais en fait, non, ce ne sont pas des catapultes. Venez, je vais vous expliquer pourquoi. Eh oui, la catapulte, ce n'est pas un engin médiéval, mais romain. En fait, on n'en voit pas, ou quasiment pas, pendant le Moyen-Âge. Le problème, c'est qu'il y a très souvent une confusion de vocabulaire. Même Viollet-le-Duc, dont l'encyclopédie médiévale fait encore aujourd'hui référence, se mélange un peu les pinceaux. Reprenons. Une catapulte, c'est d'abord un engin constitué d'une sorte de cuillère qui bascule autour d'un axe situé à sa base et mu par un ressort. Ce ressort, habituellement, est constitué d'une sorte de très grand arc. Parfois, il manque la partie centrale de l'arc, ce qu'on appellerait aujourd'hui la poignée, et les branches sont fixées sur des montants verticaux de part et d'autre du chemin suivi par le projectile. Viollet-le-Duc appelle cet engin une baliste. En fait, ce mot, baliste, dont l'étymologie remonte à un mot grec signifiant lancer, jeter, couvre toute une famille d'engins de jet. Ces engins sont très anciens, utilisés par les Romains donc, mais également par les Grecs avant eux. À l'origine, ces machines lançaient de très grosses flèches, s'apparentant alors à des sortes d'arbalètes géantes, ou des boulets de toute taille. Curieusement, pendant l'Antiquité, le mot baliste fait plutôt référence à une machine qui lance des pierres, alors que catapulte, mot qui vient du grec katapeltes, signifiant qui transperce les boucliers, désigne un engin qui lance des flèches. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'historien Diodore de Sicile décrit le mécanisme d'une catapulte tirant des flèches et qui aurait été inventé par un groupe d'ingénieurs grecs en 399 avant Jésus-Christ. Pendant qu'on y est d'ailleurs, on peut noter que le mot « ingénieur » vient de là. À l'origine, c'est celui qui crée, invente et s'occupe de ces engins. C'est l'engin-nior. Bref, c'est vers le IVe siècle que la signification des deux termes a été intervertie. Faut bien reconnaître que ça n'aide pas à s'y retrouver. Pour récapituler, aujourd'hui, on parle de baliste pour les gros engins lanceurs de flèches, comme le Scorpion par exemple, et de catapulte pour ceux qui lancent des boulets. Ok. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi les machines médiévales ne peuvent pas être appelées catapultes. Eh bien d'abord, c'est une question d'époque. Vous avez bien remarqué que pour l'instant, je n'ai parlé que des Romains et des Grecs. De l'Antiquité, quoi. Ces machines de jet, balistes ou catapultes, apparaissent sans doute au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'empire perse achéménide. Les guerres médiques, entre Perses et Grecs, puis la conquête par Alexandre le Grand, vont permettre à cette technologie de se répandre, de l'Europe à la Chine, et de devenir un engin incontournable des armées, notamment grecques et romaines. On en retrouve des traces très abondantes, notamment sur des bas-reliefs. Ça ne ressemble pas toujours à la catapulte telle que nous l'imaginons, mais c'est pourtant bien le même engin. Et on a également retrouvé, parfois en de très grandes quantités, les boulets qui vont avec. Plus de 5000 à Carthage, près de 1000 à Pergame, en Turquie, plusieurs centaines à Rhodes, Chypre, pour un poids allant d'1,5 kg à près de 80 kg. Bon, la moyenne oscillant entre 5 et 8 kg. Pas de quoi abattre un mur de pierre épais. Bref, la catapulte, le scorpion et la baliste coulaient des jours heureux depuis des centaines d'années,
Les Macédoniens d'abord, puis les Grecs, et enfin les Romains, s'étant créés de véritables artilleries de ces engins à ressort, de plus en plus imposants et puissants. Jusqu'à ce qu'un Romain, nommé Jules César, se mette en tête d'envahir la Gaule. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a une très grande différence entre la Gaule, qu'elle soit celtique ou a fortiori britannique ou belge, et l'Italie, l'Afrique du Nord ou la Turquie. Ici, il pleut. Eh oui, c'est la pluie qui a mis fin au règne de la catapulte. En fait, le ressort de ces engins, faits de bois, de cornes et de tendons, devenait de plus en plus sensible à l'humidité, au fur et à mesure que la puissance augmentait. Au début, les arcs constituant le ressort se contentaient de devenir fragiles. Alors, vers 340 avant Jésus-Christ, sous le règne de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, on a inventé le principe du ressort à torsion. Comme le dit Héron d'Alexandrie, il fabriquait des bras avec du bois très résistant et de plus grandes dimensions. Ils assemblèrent un cadre avec de fortes sections et utilisèrent un cordage à base de tendons d'animaux comme ressort de torsion à l'intérieur du cadre et fixèrent un bras au milieu de chacun de ces cordages. En un mot, on se mit à utiliser un système utilisant abondamment tendons et cordages, deux matériaux particulièrement sensibles aux variations de température et à l'humidité. Les changements rapides de température et surtout du degré d'humidité, tels un brouillard froid et humide, comme on en retrouve couramment au nord des Alpes, perturbaient les réglages et diminuaient fortement les performances. En clair, les machines finissaient par lâcher leurs boulets à leurs pieds, ce qui devait bien faire rigoler les adversaires. Pendant les premiers siècles après Jésus-Christ, on note donc clairement une diminution de l'intérêt pour ces engins. Le coup de grâce leur sera porté par les invasions dites barbares, vers le VIe siècle. J'insiste sur le « dites barbare », car ce mot « barbare » veut simplement dire que les peuples qui pénètrent en Gaule à ce moment-là sont juste non romanisés. Je ne débattrai pas sur les bénéfices de la civilisation romaine et sur ce que ça a apporté dans tout l'Empire. La question est juste que nous nous trouvons alors face à une civilisation en pleine décadence, les Gallo-Romains, remplacée par une nouvelle culture forte et surtout très différente. Dans l'art de faire la guerre en particulier, les habitudes sont différentes et dans les moyens utilisés, on n'utilise pas d'engins. De plus, il faut bien le dire quand même, les invasions successives des Germains, Huns, Allemands, les Vandales, les Alains, tout ça, plus la lutte de ces peuplades entre elles, plonge la Gaule dans un certain chaos. Toute l'organisation romaine, aussi bien militaire qu'administrative, disparaît. Et il n'est alors pas étonnant que la connaissance liée aux engins de guerre se perde, elle aussi. D'ailleurs, quand en 873, au Moyen-Âge donc, Charles le Chauve fait appel à des ingénieurs de Byzance et attaque Angers, occupé par les Normands, les textes mentionnent des machines, je cite, « nouvelles et raffinées ». Si Viollet-le-Duc supposait que ces qualificatifs désignaient des innovations comme l'utilisation de balanciers, on estime aujourd'hui qu'ils traduisaient plus vraisemblablement la surprise du chroniqueur face à des engins dont on avait oublié l'existence. D'ailleurs, fait révélateur, ces engins se montrent totalement inefficaces, comme ils l'étaient en France du temps des Romains. De toute façon, si elles avaient pu être efficaces contre des hommes et éventuellement endommager des palissades ou des ouvrages légers en bois, contre des murailles en pierre, elles ne font pas le poids. On a toutefois la mention, à l'occasion du siège de Paris par les Normands en 886, de l'utilisation de machines faites avec, je cite, des poutres accouplées et lançant de grosses pierres. Aurait-on tiré les leçons du siège d'Angers? Les sources
ne sont en réalité pas très précises. Si ça se trouve, le chroniqueur a tout inventé pour exagérer la technique des Normands et valoriser l'action des braves défenseurs de Paris. D'autres chroniqueurs parlent bien de l'utilisation de balistes, notamment au siège de Laon en 938, de Soissons en 948 ou de Verdun en 985. Mais on n'a aucune information quant aux caractéristiques de ces engins, et surtout quant à leur performance. Là encore, il s'agit peut-être tout simplement d'exagération, due à une reprise de textes antiques pour valoriser telle ou telle armée. C'est le genre de choses qui se faisaient alors, sans aucun scrupule. Bref, en résumé, si on avait eu des machines efficaces à opposer à ces fameuses hordes barbares, peut-être que le monde aurait été différent, les armées franques auraient été ralenties, auraient peut-être fini par adopter les catapultes, et tout aurait peut-être été différent. Ouais, mais voilà, les machines n'étaient plus efficaces sous nos climats, les envahisseurs faisaient la guerre autrement, et à partir du VIe siècle, on n'entend plus parler de machines de jet en Occident, jusqu'aux croisades, et à l'arrivée d'engins d'un nouveau genre, les machines à balancier et contrepoids. Les premières machines de ce type, pierrières et bricoles, arrivent en Europe vers le XIe siècle. Les catapultes, malgré le climat sec de sa région d'origine, ont été finalement abandonnées un peu partout dans le monde et ont laissé place à un nouveau type d'engin dont le fonctionnement mécanique n'a rien à voir. Le principe du ressort et de la torsion, sensible à l'environnement et limité en matière de puissance, ont laissé la place aux mécanismes à balancier et contrepoids. De toute façon, autour de l'an 1000, les palissades et les donjons en bois disparaissent au profit de murailles en pierre, contre lesquelles les catapultes n'ont pas la moindre chance. Si elles avaient encore été en service, il aurait de toute façon bien fallu les remplacer. Et c'est grâce aux croisades que les Européens vont adopter ces nouvelles machines. On sait qu'en 1124, au siège de Tyr, les croisés étant dépassés par la défense arabe, ils font appel à un ingénieur arménien réputé dans la construction et le réglage des engins de siège. Grâce à lui, ils réussissent ce siège et découvrent dans la ville des engins arabes très performants, bien supérieurs à ce qu'ils connaissent. Ils vont vite se les approprier. Les nouveaux engins n'ont absolument rien à voir avec les vieilles catapultes. D'un côté, on utilise les propriétés physiques de différents matériaux en essayant de les combiner pour obtenir le meilleur rendement, et de l'autre, on utilise la gravité terrestre, qui, elle, n'a pas vraiment de limite, et permet, au début surtout, d'avoir des machines très faciles à construire, peu complexes technologiquement parlant. Une poutre comme balancier, des servants qui tirent fort en guise de contrepoids. C'est simple et facile à construire, avec le bois de la forêt d'à côté. Il suffit juste de remplacer la cuillère par une fronde pour augmenter l'efficacité, et voilà la pierrière des premiers temps. Donc d'une part, on change le principe de production d'énergie en remplaçant le ressort par le contrepoids, mais en plus, on améliore les performances en changeant un principe mécanique important. Du point de vue du projectile, si on compare avec une compétition d'athlétisme, on a remplacé le lancer du poids par le lancer du marteau. Dans un cas, la cuillère, comme pour lancer des petits Suisses en travers de la cantine, oui, bon, j'arrête de donner des idées débiles. N'empêche, vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, le principe de la fronde, avec un angle de rotation élevé pour que le projectile prenne plus de vitesse. Deux systèmes mécaniques, donc, totalement différents et n'utilisant pas les mêmes forces. Alors, pourquoi tout le monde continue-t-il à parler de catapultes, alors qu'elles sont anachroniques, d'une part, et que techniquement, elles n'ont rien à voir? Eh bien, d'une part, on a toujours fait l'amalgame. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance,
un événement historique était décrit, ou même peint, sans qu'on tienne compte du contexte chronologique. Ainsi, on incluait dans les tableaux des décors et des costumes contemporains dans une scène biblique, par exemple. Il n'y a qu'à voir certaines illustrations de l'Ancien Testament pour se demander si cela se passe au temps biblique ou au Moyen Âge. Et c'est comme ça que de nombreuses machines antiques se retrouvent dans des traités médiévaux d'art et d'architecture militaire. Et du coup, même Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, se laissera prendre et prendra ses dessins plus ou moins anachroniques comme source, sans toujours bien dater les différents éléments d'une illustration médiévale. C'est ainsi qu'on retrouve dans son dictionnaire raisonné de l'architecture certaines erreurs d'interprétation de machines médiévales, et notamment de la description de notre fameuse catapulte comme engin médiéval. Quant au XXe et XXIe siècle, le cinéma hollywoodien n'est pas toujours réputé pour la qualité de ses sources. Et c'est ainsi qu'on retrouve la catapulte utilisée pour lancer des hommes et des animaux pour franchir une muraille, ce qui est non seulement anachronique, mais en plus complètement impossible, la machine n'ayant jamais, au grand jamais, eu la puissance nécessaire. En vérité, je crois qu'on trouve plus de catapultes dans les films historiques médiévaux que de machines à balancier et contrepoids. Mais bon, personne n'a jamais dit que ces films avaient un but éducatif ou pédagogique. C'est dommage d'ailleurs.